y ambiental de la Universidad René Descartes. Es también autor de numerosos artículos y varios libros dedicados a temas como las masas, la propaganda política, la creatividad, las representaciones sociales y la psicología política. La primera vez que estuvo en México fue en 1994 y actualmente la historia nos ha enseñado que desde su primera visita él ha mantenido un pensamiento constante sobre nuestra realidad social y sobre los mexicanos. El Zócalo, por ejemplo, le ha inspirado en su reflexión y le sirve en diversos espacios para ejemplificar la presencia y fuerza de la memoria, la tradición, la religión, el poder político, el poder local y el poder económico en las sociedades. Los temas y preocupaciones que compartimos desde entonces con él han sido un punto de intercambio esencial para él y para nosotros. Por lo tanto, es difícil negar la gran influencia que ha tenido en el desarrollo de nuestra universidad. Y actualmente ya estamos en la 10ª visita del doctor Roquet. Nuevamente le doy la bienvenida, doctor Roquet, y estamos nuevamente a la disposición para trabajar sobre lo que usted nos va a enseñar. Muchas gracias. Je suis très heureux d'être à nouveau ici, au Mexique. Ce n'est pas nouveau, comme on vous le rappelait à l'instant. Et j'ai toujours été très sensible à la devise de votre université, que j'ai citée d'ailleurs dans tel ou tel texte, Casa Abierto al Tiempo, qui me paraît tout à la fois un symbole et un programme. Vous me pardonnerez de parler en français. Je pourrais essayer de le faire en espagnol, mais votre souffrance serait très grande au bout d'un moment. Et donc c'est vraiment par charité que je vais parler français. Mais pardonnez-moi. Je voudrais vous parler ce soir des rumeurs. Des phénomènes de rumeurs. Ce sont des phénomènes auxquels je m'intéresse depuis très longtemps. Mais on ne peut pas nier que ce soit le cas. Alors voilà déjà plusieurs bonnes raisons pour s'intéresser aux rumeurs. Mais ce n'est pas celle-là que je voudrais mettre en avant. Je pense qu'on peut s'intéresser aux rumeurs et je voudrais vous inviter à le faire pour une raison beaucoup plus fondamentale et qui concerne, je crois, l'ensemble des sciences sociales. En quelques mots, voici cette raison. Il suffit de remarquer que notre façon de connaître le monde, en particulier le monde social, bien sûr,
Cette façon ne peut pas être séparée de nos relations avec les autres et des modes de communication dans lesquels nous sommes engagés. Bon. Si je me répète, et c'est volontairement, je viens de vous dire que notre façon de connaître le monde, c'est-à-dire notre cognition, était indissociable des relations sociales, des relations autrui, si vous voulez, et indissociable aussi des processus de communication. Et nous avons donc une triade, un triplet, on peut dire les choses de différentes manières, qui associe fortement cognition, communication et sociabilité. Eh bien, il se trouve que les rumeurs sont certainement le phénomène le plus caractéristique, le plus typique, pour mettre en évidence cette complémentarité entre cognition, communication et sociabilité. En fait, si on s'intéresse aux rumeurs, c'est moins pour elles-mêmes que parce qu'elles sont des révélateurs du fonctionnement social, lequel fonctionnement repose toujours sur ces trois aspects. Processus cognitif, processus de communication, processus sociaux. Donc nous allons parler des rumeurs, évidemment, et nous allons essayer de voir comment on peut comprendre ces phénomènes-là. Mais ne perdez pas de vue, si vous le voulez bien, que la toile de fond, le décor de cette histoire, c'est fondamentalement la complémentarité de ces trois choses. Et j'aurai sans doute l'occasion de le faire remarquer plusieurs fois dans les minutes qui viennent. Je voudrais aborder deux questions principales. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais ces deux questions-là me semblent essentielles. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une rumeur? Comment la définir? Et ensuite, quelles sont les fonctions des rumeurs? Cette deuxième question, on y viendra tout à l'heure, vient du simple constat de la fréquence, de la récurrence des rumeurs. Quand un phénomène est extrêmement fréquent, je dirais même banal, et il n'y a rien de plus banal que la rumeur, donc quand un phénomène est fréquent, on doit se dire qu'il correspond à quelque chose, qu'il a une utilité, qu'il a une fonction. Ça ne peut pas être simplement un instant de délire, un moment de dérèglement ou une sorte de perturbation ou d'accident. Quand on vit en permanence avec les perturbations, les accidents, etc., eh bien ce ne sont pas des perturbations ou des accidents, c'est le régime normal des choses. Et c'est pour cela que, comme deuxième question, on se demandera à quoi servent les rumeurs? Quelle est leur fonction ou quelles sont leurs fonctions? Bien, commençons par le problème de la définition. Je ne vais pas reprendre les définitions qui ont été données dans l'histoire de l'étude de ces phénomènes-là. Il y en a beaucoup, à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas de travaux de type scientifique sur les rumeurs avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous avons une histoire d'environ 60-65 ans derrière nous. Ce qui est à la fois beaucoup, parce que les travaux ont pu s'accumuler, et très peu, parce que les questions sont tellement complexes que 2 générations de chercheurs, une génération c'est 30 ans traditionnellement,
2 générations de chercheurs n'ont pas pu les épuiser. Donc beaucoup de définitions qui ont été données depuis les débuts, voici 60 ou 65 ans, et lorsqu'on les analyse, je ne vais pas entrer dans le détail, je ne suis pas en train de faire un cours, hein. Lorsqu'on les analyse, on arrive à une conclusion. Il n'existe pas de définition simple. Je veux dire monocritériale. Hein. Il n'y a aucune définition qui nous permette de dire, face à un cas particulier, ceci est une rumeur, ceci n'est pas une rumeur. Comme vous le savez, en général, c'est après. Une fois que la rumeur est retombée, que la rumeur est calmée, c'est après que l'on sait que c'était une rumeur ou que ce n'en était pas une. Donc, aucune définition monocritériale des phénomènes de rumeur. Quand vous êtes devant une situation semblable, d'une façon générale, hein, dans le champ scientifique, quand il n'y a pas de définition monocritériale, vous n'avez que 2 solutions. Et il y en a bien une troisième que j'évoquerai, mais elle n'est pas convenable. La première solution, c'est de se dire qu'on n'a pas encore trouvé le bon critère. Il n'y a pas de définition monocritériale, c'est parce qu'on n'a pas su encore trouver le critère suffisant. Donc, continuons à chercher et à réfléchir. C'est la première solution. La deuxième solution, beaucoup plus classique, c'est de passer à ce que l'on appelle une définition en syndrome. Exactement comme la plupart des définitions en médecine. C'est-à-dire rechercher un ensemble de traits, un ensemble de critères. Puisqu'il n'y a pas de solution monocritériale, alors on va passer à un mode de pensée multicritérial. Voici les 2 solutions que l'on a. J'évoquais il y a un instant la possibilité d'une 3e solution. Bien sûr, elle est classique elle aussi. La 3e solution, c'est de dire passons à autre chose, changeons de sujet. Bon, mais ce n'est pas convenable. Alors nous allons nous orienter vers une définition en syndrome. Un syndrome, c'est un ensemble de traits, de caractéristiques. Et une question qui se pose toujours, c'est celle de la cohérence de cet ensemble de traits. Donc une liste de propriétés, si vous voulez, mais une liste de propriétés qui doivent être cohérentes. Il ne s'agit pas d'énumérer des choses sans se soucier de leurs relations internes. Ainsi sont les syndromes. Hein. Les syndromes ne sont pas des listes quelconques. Vous avez de la fièvre, vous avez des rougeurs, vous avez des difficultés à respirer, etc. Ça commence comme le syndrome de la grippe. Donc un ensemble de traits, mais cohérents. Ayant, si l'on peut dire, un peu par abus de langage, hein, ayant, si l'on peut dire, une logique sous-jacente, une logique interne. Sur un syndrome, ainsi défini, nous allons avoir une façon particulière de raisonner, qui est le raisonnement en syndrome. Alors, pour l'essentiel, ça veut dire ceci. Quand vous vous intéressez à un cas particulier, un cas d'observation, vous allez vous demander combien de traits, combien de caractéristiques du syndrome se trouvent réunies. Si toutes les caractéristiques du syndrome sont présentes, toutes, vous allez conclure qu'il est probable, ou très probable si vous voulez,
connaît identifié le syndrome en question. S'il manque un ou deux traits, par exemple, ça n'exclut pas l'identification, mais ça la rend moins probable. C'est exactement comme cela que nous allons aborder la question de l'identification des rumeurs. On va retenir, je vais les exposer rapidement, on va retenir un syndrome à 4 traits, 4 composantes. Bien sûr, ces 4 composantes ne proviennent pas de la spéculation, mais résultent d'un grand nombre de travaux, aussi bien empiriques que théoriques. Si nous constatons, dans un cas particulier, la présence de ces 4 traits, nous dirons que c'est probablement une rumeur. S'il n'y a que 3 traits sur les 4, la probabilité diminue. Et ainsi de suite. S'il n'y a qu'un seul trait, ça peut être encore une rumeur. Mais notre certitude est très basse. Voilà ce qu'est le raisonnement en syndrome. Donc si vous pensiez peut-être qu'on pouvait aujourd'hui disposer d'une définition monocritériale, en tout ou rien, pardon, vous serez déçus. Et il n'y a pas de définition monocritériale, et pour être rigoureux, nous devons raisonner en syndrome. Eh bien, voyons quels sont les traits du syndrome de rumeur. Je précise tout de suite que l'ordre dans lequel je vais vous les présenter n'a pas de signification en lui-même. C'est un ordre d'énumération. Le premier trait n'est pas plus important que le second. Et le second que le troisième, etc. Bon, alors, le premier trait qui participe au syndrome de rumeur, c'est ce que j'ai appelé, il y a longtemps déjà, la négativité. Hein, la négativité caractéristique des rumeurs. Alors, qu'est-ce à dire? Cela signifie que la plupart du temps, on précisera dans un instant ce que veut dire la plupart du temps. La plupart du temps, les rumeurs ont un contenu aversif, repoussant, désagréable, catastrophique. Ajoutez ce que vous voulez à la liste. C'est ce que nous appelons négativité. Il est très rare, ce n'est pas impossible, j'y reviendrai dans un instant pour comprendre comment cela se fait, il est très rare qu'il existe des rumeurs roses, comme l'on dit. Hein, des rumeurs d'espoir, de succès, de triomphe, des bonnes nouvelles. C'est rare ça. Hein. La plupart du temps, dans les rumeurs, vous avez des assassinats, des meurtres, de la corruption, des trafics, des sacrifices sanglants, des maladies qui vous menacent, etc., etc. Bon, c'est cela la négativité. Alors, nous avons relativement peu, depuis 65 ans, nous avons relativement peu de corpus important de rumeurs pour faire des statistiques. À vrai dire, à ma connaissance, je ne vais pas entrer dans le détail, nous avons 2 grands corpus. Le plus ancien, qui est le plus grand d'ailleurs, est un corpus de plus de 1000 cas. Bon, c'est quand même pas mal. 1000 cas de rumeurs relevés dans le même pays, en l'occurrence les États-Unis, durant une période de 1 mois seulement, pendant la Deuxième Guerre. Bon, l'analyse de ce corpus
montrent que plus de 90% des rumeurs recensées ont ce caractère de négativité. À l'époque de l'analyse, le concept de négativité n'existait pas encore et on disait que plus de 90% des rumeurs sont des rumeurs d'angoisse, de crainte, de peur, de menaces, etc. Donc ça me donne déjà une indication. 90%, plus de 90%, sur un corpus de 1000 unités, ça donne une assez bonne estimation. Le deuxième corpus plus récent, les années 80 et 90, porte sur ce que l'on appelle les légendes urbaines ou légendes contemporaines. En général, on utilise plutôt légendes urbaines. Vous savez, ce sont toutes ces histoires qui circulent et que nous avons tous entendues. Par exemple, il y a 10 ans ou 15 ans, je ne sais plus, ça a un peu disparu aujourd'hui, les dangers des fours à micro-ondes. Les utilisations abusives pour toutes sortes de choses, des fours à micro-ondes. Ou bien, je ne sais pas si vous avez eu cela ici, mais en Europe et en particulier en France, c'était très répandu, les araignées venimeuses ou les serpents dangereux qu'on trouvait dans les supermarchés quand on achetait des bananes ou ce genre de choses. Y ambiental de la Universidad René Descartes. Es también autor de numerosos artículos y varios libros dedicados a temas como las masas, la propaganda política, la creatividad, las representaciones sociales y la psicología política. La primera vez que estuvo en México fue en 1994 y actualmente la historia nos ha enseñado que desde su primera visita él ha mantenido un pensamiento constante sobre nuestra realidad social y sobre los mexicanos. El Zócalo, por ejemplo, le ha inspirado en su reflexión y le sirve en diversos espacios para ejemplificar la presencia y fuerza de la memoria, la tradición, la religión. Et donc c'est vraiment par charité que je vais parler français, mais pardonnez-moi. Je voudrais vous parler ce soir des rumeurs, des phénomènes de rumeurs. Ce sont des phénomènes auxquels je m'intéresse depuis très longtemps. Je suis très heureux d'être à nouveau ici, au Mexique. Ce n'est pas nouveau, comme on vous le rappelait à l'instant. Et j'ai toujours été très sensible à la devise de votre université, que j'ai citée d'ailleurs dans tel ou tel texte, Casa Abierto al Tiempo, qui me paraît tout à la fois un symbole et un programme. Vous me pardonnerez de parler en français. Je pourrais essayer de le faire en espagnol,
mais votre souffrance serait très grande au bout d'un moment. El poder político, el poder local y el poder económico en las sociedades. Los temas y preocupaciones que compartimos desde entonces con él han sido un punto de intercambio esencial para él y para nosotros. Por lo tanto, es difícil negar la gran influencia que ha tenido en el desarrollo de nuestra universidad, y actualmente ya estamos en la 10ª visita del doctor Roquet. Nuevamente le doy la bienvenida, doctor Roquet, y estamos nuevamente a la disposición para trabajar sobre lo que usted nos va a enseñar. Muchas gracias.